Merci à vous d'être là, nombreux. Voilà, je suis ravie de vous parler de ce livre et aussi de dire quelques mots sur le livre de Marc. Alors j'aurais aimé le faire en sa présence, mais c'est pas grave, je vais le faire en son absence. Il paraît qu'il ne faut pas faire des compliments aux gens quand ils sont là. Il faut les faire uniquement en leur absence. Alors vous lui direz ensuite tout le mal que j'ai dit de son livre. Et puis peut-être je vais vous proposer aussi assez rapidement qu'on entre dans un dialogue. C'est toujours beaucoup plus intéressant que les longs monologues, même si voilà, quand j'étais à l'école rabbinique au séminaire, on nous a dit un jour qu'on n'a jamais reproché à un rabbin de faire un discours trop court. Et donc je suis ce conseil. Depuis, je me dis qu'il vaut mieux faire plus court et laisser la possibilité ensuite d'un dialogue. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça formidable que tu nous invites tous les deux en même temps. D'abord parce que j'ai beaucoup aimé le livre de Marc. Et en fait, quand on voit les deux livres côte à côte, donc le mien s'appelle Réflexion sur la question antisémite, le sien Un temps pour haïr. Si on devait a priori demander lequel des deux a été écrit par un rabbin, moi j'aurais plutôt misé sur celui de Marc Weissman. Pas parce que c'est un homme, ça n'a rien à voir, mais parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Un temps pour haïr, c'est une phrase biblique. En fait, c'est un verset biblique. En tout cas, c'est un morceau d'un verset biblique qui est tiré du livre de l'Ecclésiaste. Sortez vos Bibles, chers amis. Ouvrez à la page de l'Ecclésiaste, Coëlette. Il y a peut-être un rayon Bible ici, je ne sais pas. Oui. L'Ecclésiaste, en plus, voilà. J'adore l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, vous vous souvenez, j'en dis un petit mot parce que c'est un livre extraordinaire. C'est un livre écrit par, dit-on, selon la légende, le roi Salomon, qui est le plus grand amoureux de tous les temps, puisqu'il a eu un nombre incalculable de maîtresses, un grand amoureux. Il a écrit le Cantique des Cantiques et puis apparemment à un moment donné il tombe en dépression et il écrit Coëlette, il écrit l'Ecclésiaste qui est un livre totalement dépressif où l'auteur, peut-être le roi Salomon, dit j'ai tout essayé, l'argent, les chevaux, la boisson, les femmes et finalement tout n'est que vanité, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, rien de neuf sous le soleil, c'est la grande phrase de l'Ecclésiaste. Et il y a un moment où il y a cette phrase, il est un temps pour haïr et un temps pour aimer, il est un temps pour planter et un temps pour arracher. Il est un temps pour vivre, il est un temps pour mourir. Vous connaissez cette phrase, ça. Il y a eu des chansons... Turn, turn. Exactement, vous les chantez. Je vous passe le micro, j'espère que... Turn, turn. Voilà, c'est exactement une interprétation moderne. On aurait dû annoncer un concert de monsieur, on aurait fait un duo. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ça suggère qu'il y a... Cette phrase, elle suggère qu'il y a des moments dans l'existence, peut-être il y a des périodes qui sont plus propices à la haine, et d'autres qui sont plus propices à l'amour. Voilà. Et il y a un poète israélien que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Yehuda Amichai, qui est un poète contemporain extraordinaire, qui lui a écrit une réponse à Coëlette. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Marc Weissman quand son livre est sorti. Et Yehuda Amichai, il dit, c'est pas vrai, l'Ecclésiaste s'est trompé. En fait, dans la vie, on n'a pas le choix. Il faut être capable, parfois simultanément, d'aimer et de haïr. Et parfois, simultanément, il faut planter et arracher. Et parfois, simultanément, il faut vivre et mourir. Parce que pour vivre, forcément, il faut mourir un peu en permanence pour rester en vie, pour changer, etc. Et je trouve que c'est quelque chose de très inspirant de réfléchir à ça. Moi, j'y pense souvent en ce moment. J'y ai pensé, et là, on entre de plein pied dans une problématique politique de notre temps, que finalement, cette année, ou en l'espace de quelques mois, notre nation, elle expérimente une espèce de dose très forte d'amour et de haine simultanée. J'y ai pensé il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvée à vélo, dans les rues de Paris, un samedi récemment, et prise au milieu d'un acte, je ne sais combien, avec des gens qui avec une violence terrible, une haine perceptible dans les rues de Paris. Et je me suis souvenu que quelques mois plus tard, précisément au même endroit, j'étais à vélo, précisément c'était boulevard Saint-Germain, à vélo, le soir de la finale de la Coupe du Monde. Et je me souviens de ne pas avoir pu avancer sur ce même boulevard parce que les gens vous arrêtaient pour vous embrasser. Vous vous souvenez ce moment où les gens... Voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était troublant comme notre nation presque simultanément, dans les mêmes rues et en l'espace de quelques mois, et dans un affect d'amour et de haine, à se poser la question de est-ce que vraiment il faut que la politique soit affaire d'affect ? Et quel est notre problème quand il y a un peu trop d'affect dans la rue ou dans la politique, que ce soit l'amour ou la haine? En tout cas, on l'expérimente de façon particulière. Alors,
Mark Weissman s'est intéressé à la haine dans son livre, et moi je m'intéresse à la haine, mais plus particulièrement à la haine antisémite et ce dont elle est le nom. Alors des livres sur l'antisémitisme, il y en a eu énormément à travers l'histoire. Ah bah voilà, Marc, tu m'as pas entendu dire tout ce que j'ai dit sur ton livre. Marc, j'étais en train de dire que le vrai titre de rabbin, c'était le tien, Un temps pour haïr, et que si j'avais eu à miser lequel des deux... donc voilà, le rabbin Weissman est arrivé, on va pouvoir commencer. Voilà, la haine que moi j'explore, c'est la question de l'antisémitisme. Des livres sur l'antisémitisme, il y en a eu beaucoup dans une approche historique, sociologique, psychanalytique, parfois pour essayer de comprendre la psyché antisémite. Moi, ma petite valeur ajoutée, c'est que j'essayais de chercher comment les rabbins eux-mêmes, l'exégèse, creusent pour essayer de comprendre dans quel temps de l'histoire, avec un grand H ou un petit H, dans quel temps parfois d'une histoire personnelle ou familiale, clanique, tribale, collective, nationale, la psyché antisémite prend son envol, où on assiste à des passages à l'acte particuliers. Et les rabbins, ils sont assez, d'une certaine manière, on pourrait dire, ils sont à la fois extrêmement pessimistes et optimistes. Ils sont pessimistes dans le sens où ils disent « Ne vous imaginez pas que vous allez vous en débarrasser. Ne vous imaginez pas que vous pourrez venir à bout de cette haine-là parce qu'elle ressurgira en permanence. Non seulement elle ressurgira, mais en fait, elle est là depuis le début de l'histoire, et en l'occurrence pour les rabbins, elle est là depuis le début de l'histoire juive, de façon même très troublante dans l'exégèse rabbinique. Le moment où apparaît dans le texte le mot « juif », dans la Bible, il apparaît dans un livre très particulier, qui n'est pas dans l'Ancien Testament ou la Torah. À ce moment-là du récit, les Juifs, ils ne s'appellent pas Juifs, ils s'appellent Hébreux ou peuple d'Israël. Mais tout à coup, quand apparaît le mot « juif », c'est au cœur du livre d'Esther. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà un livre qui porte le nom d'une femme. Apparaît dans le livre d'Esther le premier antisémite de l'histoire, qui s'appelle Haman, et qui apparaît non seulement dans le même livre, mais dans le même chapitre, et presque dans le même verset, que la toute première fois où il y a le mot « juif ». C'est-à-dire que le juif, tout à coup qui s'appelle comme ça à travers la figure de Mardoché et de Esther, la reine Esther qui entre au gynécée du roi, doit faire face quasi simultanément à la figure de l'antisémite qui est Haman. Et Haman surgit dans le récit, et dans la Bible, ce que dit Haman est une phrase qui est valable, valide à travers les siècles. C'est une rhétorique antisémite qui a une actualité qui est plutôt éternelle, qu'on ne peut pas dater. Haman se tourne vers le pouvoir de l'époque, le pouvoir perse antique, et il dit il est une nation à la fois éparpillée partout, mais à part. Elle est au milieu de nous, mais elle est en même temps, elle n'obéit pas aux mêmes règles et aux mêmes lois. Donc il y a une accusation à l'égard des Juifs énoncée dans la Bible qui a à voir avec le fait qu'ils sont comme les autres et pas comme les autres, un peu trop comme tout le monde et pas assez comme tout le monde. Donc voilà, les rabbins sont extrêmement conscients de ça dans le texte, et ils vont même dire, pour parler de la haine, que si la Torah est donnée, si la révélation a lieu sur une montagne, vous vous souvenez de cette montagne, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle le mont Sinaï. Eh bien, les rabbins nous disent pourquoi cette montagne s'appelle Sinaï ? Parce que en hébreu, Sina, c'est la haine. En fait, la révélation a lieu précisément sur le lieu de la haine, parce qu'à partir de l'instant où les Juifs l'acceptent ou la reçoivent sur les épaules, la haine à leur égard est présente dans le monde. Donc c'est quelque chose de quasi simultané. Et donc les rabbins vont essayer d'explorer dans le texte qu'est-ce qui est en jeu. Bien sûr, c'est jamais à la victime d'expliquer pourquoi elle déclenche cette haine. Il n'est pas question de dire ici, du point de vue des rabbins, que les Juifs ont une culpabilité ou portent la responsabilité de cette haine qui s'abat sur eux de façon récurrente. Mais ils essaient de comprendre qu'est-ce qui est en jeu par moment dans la société pour que l'antisémitisme surgisse et qu'il soit toujours le nom d'une haine beaucoup plus grande que lui. On l'a bien vu ces dernières années, et le livre de Marc en parle de façon assez extraordinaire. De quelle manière l'antisémitisme est un facteur parmi beaucoup d'autres, mais un des premiers qui vient raconter une haine beaucoup plus large, une haine beaucoup plus grande, qui est d'ailleurs beaucoup plus complexe qu'un simple rejet de l'autre, ce qu'on appelle une xénophobie. C'est plus compliqué que ça, l'antisémitisme. C'est pas une simple xénophobie, parce que ce que souvent on déteste à travers le juif, c'est à la fois le fait qu'il soit un autre, et le fait qu'il soit comme tout le monde, et le fait qu'il soit perçu à travers l'histoire comme dérangeant un ordre établi, comme représentant quelque chose de mouvant, quelque chose de poreux dans la société.
quelque chose de fluide ou de plastique qui a beaucoup à voir avec la modernité. Oui. Peut-être tu parleras dans un instant, parce que c'est au cœur du livre. Moi, j'ai été très, très sensible à cette thèse que tu as développée dans ton livre, que, en fait, l'antisémitisme et plein d'autres phénomènes actuels ont beaucoup à voir avec une fureur anti-moderne, mais je te laisserai en parler, et que le juif, effectivement, raconte quelque chose de ça. Donc, c'est vrai qu'on est dans un temps où il n'y a pas tellement... d'haltérophilie, si vous me permettez ce jeu de mots, avec sans H. Il y a un problème d'haltérophilie. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut tous se mettre à le pratiquer. Il y a une forme d'haltérophobie, mais c'est même plus compliqué que ça. Il y a aussi une problématique, et ça, c'est ce qui me paraît être le plus grave, et peut-être on y reviendra, parce que j'y ai trouvé un écho très fort dans le livre de Marc. Il y a une problématique tout azimut dans nos sociétés de quête d'authenticité. Voilà. Les gens sont obsédés aujourd'hui, et dans des lieux très différents, politiquement et religieusement, les gens sont convaincus qu'ils savent ce que ça veut dire d'être authentique. Ça a tout à voir avec le repli identitaire dont on parle tellement ces dernières années. Vous l'entendez à l'extrême droite. Alors l'extrême droite, c'est un discours qu'on connaît très bien, cette quête d'identité. On vous dit, il y a une façon d'être purement ou authentiquement vous-même. C'est en vous débarrassant de l'étranger ou de l'étrangeté qui vous contamine. Mais tout à coup, ce discours de quête d'authenticité, on l'entend aussi dans une certaine gauche, dans une gauche, par exemple, post-coloniale, celle des indigènes de la République, qui vous disent que l'Occident, ou la blanchité, ou la planchitude, je ne sais même pas comment il faut dire maintenant, vous aurait contaminé et vous empêcherait d'être authentiquement vous-même. Mais on l'entend aussi dans une autre partie d'une certaine gauche, on va dire politiquement correcte, qui considère qu'on a quand même le droit de dire si on est un homme ou une femme, même en déconnexion totale de ce que quelqu'un d'autre aurait dit de vous. C'est-à-dire que moi, je saurais mieux que mon état civil ce que ça veut dire d'être authentiquement moi. Vous entendez, il y a un écho particulier à cette quête de l'authenticité et de l'identité déconnectée de tout facteur extérieur, de nom qu'on m'aurait donné, voilà, de quelque chose qui m'aurait été imposé. Et bien sûr, là où cette quête d'authenticité, elle marche plein tube, c'est dans le fondamentalisme religieux, toute tradition confondue, aucune n'y échappe. Cette idée que je devrais être authentiquement musulman, purement chrétien, seulement juif, en décontamination de tout ce qui, dans la modernité ou dans la société environnante, m'empêche d'être purement moi. Et ce purement moi est en général rime avec fondamentalement, de façon fondamentaliste, moi-même, voilà, sans aucune contamination de l'autre. Je vais m'arrêter là un instant pour laisser Marc peut-être prendre la suite. Et puis peut-être on parlera ensuite d'un autre élément qui est commun entre nos deux livres, qui est la question bien sûr de la haine antisémite, mais aussi de la place de la misogynie et la problématique virile et féminine dont on parle tous les deux dans nos livres, de façon même parfois très troublante, parce que j'ai reçu ton livre alors que j'avais déjà rendu mes épreuves, et en fait c'était troublant parfois pour moi de lire, peut-être j'y lirai tout à l'heure, je me suis marqué des pages où il y a un écho absolument incroyable entre nos deux livres. Voilà, merci à vous. Oui, sur l'authenticité, je peux rebondir tout de suite là-dessus. Les éléments... Les recherches d'authenticité les plus flagrantes aujourd'hui, c'est d'un côté, on a d'un côté, par exemple, pour prendre des exemples dans l'actualité toute récente, d'un côté le wahhabisme qui cherche, et le salafisme qui cherche l'islam authentique, et de l'autre côté la résurgence d'une espèce de maurassisme qui cherche le pays réel, qui cherche l'authenticité française, la vérité, ce que c'est que d'être vraiment soi. J'ai été frappé dans le livre de Delphine de voir à quel point les rabbins sont dès l'origine conscients que l'espèce on ne peut pas vraiment parler de judéité à l'époque, parce qu'il n'y a pas de juifs exactement, ce sont des hébreux effectivement, mais à quel point ils sont déjà conscients de la problématique qu'ils posent. C'est-à-dire que Delphine raconte très bien que Abraham, c'est l'hébreu, Ivrite, c'est celui qui s'arrache à ses origines, qui part. Et la première fois que le mot juif apparaît, tu viens de dire, c'est dans le livre d'Esther, qui n'est pas seulement le livre d'une femme, mais qui est aussi le livre du carnaval. C'est-à-dire que tout de suite, le juif apparaît avec son antithèse, qui est l'homme qui va véhiculer la haine, mais aussi il y a tout un jeu identitaire, rien n'est jamais figé, tout est toujours mouvant et susceptible de jeu identitaire. C'est quelque chose qui revient constamment dans ce qu'on appelle l'identité juive, c'est-à-dire qu'être juif, c'est
non seulement c'est ne pas être seulement juif, mais c'est aussi ne jamais être complètement juif, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a toujours une incomplétude qui est symbolisée dans la circoncision. Enfin, Delphine en parle très bien. Et qui est un jeu avec le manque. Qui est un jeu avec un manque. C'est parce qu'il y a quelque chose en moins qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est ça qui est absolument insupportable pour l'environnement. Cette idée il y a quelque chose entre la circoncision et la notion d'élection qui vont ensemble. Je suis incapable de développer comme Delphine peut le faire et comme elle le fait dans son livre, mais je dis ça parce que j'ai relu le livre cet après-midi pour venir ici, donc je suis plein de ces réminiscences. Et effectivement, un des points communs entre nos deux livres, c'est la réflexion sur cette espèce d'identité mouvante, jamais complètement qui se définit par son indéfinition, si on peut dire, et en rapport avec un monde qui au contraire, s'affirme à travers une identité fixe qui passe dans les grandes périodes antisémites, et là on va y venir, par l'affirmation d'une virilité close. Et ça, c'est au cœur du livre de Delphine, et c'est aussi, d'une certaine manière, au cœur du mien. Je vais dire deux mots sur la manière dont le livre a commencé. Hein. J'ai commencé par faire une série de reportages sur la montée de l'antisémitisme en 2014 pour la presse américaine, et puis finalement, ça a débouché sur un livre que j'ai commencé au tout début de la vague d'attentats. J'ai commencé le bouquin d'abord en anglais, puis ensuite en français, 3 jours avant l'attentat à Charlie Hebdo. Donc, ce qui avait commencé comme une simple série de reportages sur des incidents antisémites éparpillés est largement le fruit de faits divers, de pulsions, est devenu une enquête sur les liens entre cette pulsion qui générait des faits divers parfois meurtriers et des attentats planifiés qui visaient tout le monde dans un contexte qui était celui de la montée du populisme d'extrême droite. Comment est-ce que tout ça pouvait se nouer et faire sens ? Donc le bouquin est une tentative pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'on lie ensemble des pulsions ce qui était le plus troublant dans les incidents antisémites dans les années 2010, 2014 et même avant, c'était l'aspect hasardeux. C'est-à-dire que soudainement, des gens, n'importe qui, dans la rue, des voisins, se précipitaient sur leurs voisins juifs ou se précipitaient sur quelqu'un qui avait une Mogen David ou une kippa et se mettaient à l'insulter ou à lui taper dessus sans aucune espèce de préméditation. Et quelquefois, il y a eu des meurtres. Et puis, soudainement, à partir de 2015, il y a des attentats. Et à chaque attentat, il y a une cible juive ou une référence aux juifs d'une manière ou d'une autre. Et puis, petit à petit, ces attentats se mettent à viser tout le monde. Mais la référence juive reste présente. Et puis, parallèlement à tout ça, à partir dans l'année 2014, il y a les premières manifestations, la manifestation Jour de colère, qui est une manifestation d'extrême droite dirigée contre le gouvernement Hollande, dans laquelle on entend les premiers slogans antisémites résonnant dans les rues de Paris depuis les années 30. Il s'agit des réseaux dieudonistes et soraliens qui étaient très présents dans cette manifestation, des réseaux aussi anti-mariage gay. Et là, on commence à arriver à qu'est-ce qui lie ensemble tout ça? Qu'est-ce qui lie la haine des homosexuels, la haine vis-à-vis des homosexuels, la haine vis-à-vis des femmes, et des femmes indépendantes en particulier, et la haine vis-à-vis des juifs? Et on retrouve exactement cette configuration 4 ans après le début de la vague d'attentats, par exemple, à Bruxelles en ce moment, au procès de Mehdi Nemmouche, où j'étais la semaine dernière, dont les avocats sont des amis de Dieudonné, et dont un, au moins, est membre d'un groupe qui s'appelle Belgique et Chrétienté, qui est un groupe de catholiques intégristes totalement axé contre le mariage homosexuel. Donc il y a une sorte de lien dont on sent bien qui tourne autour de la question sexuelle. Mais quel est ce lien? Comment l'articuler? Ce livre essaye d'y répondre à la fois à travers des reportages et à la fois dans une perspective historique. Et au cœur de cette question, effectivement, il y a la question de la virilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette virilité absolue, close, qui ne supporte pas du tout d'être mise en cause. On le voit aujourd'hui avec par exemple Éric Zemmour et la menace d'une féminisation de la société. Soral dit la même chose. Dans le livre de Delphine, il y a des réflexions sur cette virilité. Il y a
elle fait référence à ce qui s'est passé au début à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tu parles à un moment donné tu fais l'hypothèse d'une crise de la virilité au tournant du 20e siècle. C'est une crise de la virilité dont beaucoup d'écrivains parlent à cette époque, qui va structurer pratiquement l'histoire littéraire de D.H. Lawrence à Henry Miller, et qui va trouver son écho dans les courants antimodernes d'extrême droite. Il faut se souvenir, par exemple, que Maurras, sur Dreyfus, n'axe pas ses arguments sur la culpabilité de Dreyfus. Hein. Il ne dit pas Dreyfus est coupable. Il dit on se fout que Dreyfus soit coupable ou innocent. Je pense qu'on devrait lire ce passage. Je peux le lire. Vas-y, lis-le si tu veux. Voilà. Voilà, juste, après, je te redonne le micro parce que je trouve que c'est un passage justement que j'avais sélectionné. Je trouve ça très très fort. Voilà, alors, page 467. Maurras reprochait à Dreyfus de ne pas se conduire en homme. Que le capitaine fût un traître ou victime d'une injustice était au fond sans importance. Aux yeux de Maurras, si Dreyfus n'avait pas été juif, il se serait comporté en officier authentique, c'est-à-dire qu'il aurait accepté sa condamnation pour trahison, quelle que fût son innocence réelle, afin de ne pas humilier ses supérieurs et à travers eux l'armée française et l'honneur du pays. Le seul fait de vouloir prouver son innocence montrait donc sa culpabilité. Kafka aurait apprécié. Le refus de ce sacrifice héroïque indiquait sa lâcheté féminine, sa duplicité juive, la manifestation d'un état d'esprit moderne que Maurras vomissait, car il privilégiait l'intérêt petit bourgeois individualiste sur les valeurs collectives les plus nobles. L'univers mental de Maurras laisse entrevoir le lien entre questions d'honneur viril, masochisme masculin et homosexualité, qui affleure aussi chez Genet et mériterait une étude serrée. Et après, quelques lignes plus loin, tu écris « Comment ne pas voir le lien entre les diatribes des salafistes du fils algérien contre la démocratie des homosexuels, les considérations de Maurras sur Dreyfus, qui lui aussi fut accusé d'être homosexuel, celles d'Alexandre Douguin contre la modernité sataniste et le mariage gay, et celle de Steve Bannon ou Zemmour visant la dévirilisation moderne. Alexandre Douguin est un philosophe russe qui passe pour être un des inspirateurs de Vladimir Poutine aujourd'hui et qui a effectivement écrit sur la modernité des choses qui rappellent Maurras comme elle rappelle les salafistes. Donc il y a cette espèce de constellation comme ça. Effectivement, chez Maurras, la grande question, c'est pas du tout une question anodine, hein, parce que c'est la question de l'héroïsme. Faut-il ou non faire fi des questions comme les droits individuels au nom d'un honneur supérieur? Est-ce qu'il faut abroger sa liberté individuelle au nom d'une cause plus grande? C'est des questions comme ça qui se posent. Et pour des gens comme Maurras, pour des gens comme Douguin, et aussi pour pas mal de gens à gauche finalement, et bien sûr pour les islamistes, l'individu doit être mis sous le boisseau au nom d'un idéal supérieur qui peut être la foi, qui peut être l'honneur national. En tout cas, c'est une cause dans laquelle la seule trace de l'individu qui reste est son honneur viril. C'est au nom des idéaux que le vrai chevalier doit se battre et vaincre. Ceux qui, au nom de leurs droits, au nom de l'attachement aux faits, ou à la factualité des choses, se battent pour faire respecter leurs droits, sont finalement pas vraiment des hommes. Et là, on trouve une articulation avec avec ce qui se passe aujourd'hui autour des fake news, par exemple. L'idée que les faits n'importent pas. Peu importe que Dreyfus soit coupable ou innocent, le seul fait qu'il lutte pour faire valoir les faits qu'il innocenterait montre qu'il est coupable, parce que les faits n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la cause qu'on défend, et c'est l'honneur national, et être un véritable homme, c'est se foutre des faits. C'est aller au-delà. Donc il y a toute cette dimension-là qui est très présente aujourd'hui et qui est présente dans toute dans ce que j'appelle dans le livre toute la réaction anti-moderne qui naît au moment de la crise des Lumières, en France en particulier, aux alentours des années 1820-1830. C'est à ce moment-là et ça naît en France, c'est-à-dire ce discours antilibéral qui est aujourd'hui pratiquement partout, de la Russie aux États-Unis et dans pas mal de pays d'Europe et dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes. Les racines de ce discours, on les trouve en France dans la remise en cause de l'idéal des Lumières pour des raisons que je suis incapable de résumer maintenant, mais qui sont plus ou moins explicitées dans le livre. C'est à ce moment-là que le camp des anti-Lumières se trouve sa marque, si vous voulez, et c'est à ce moment-là aussi, dans un contexte qui est celui de la Restauration et d'une recherche de la pureté du sang bleu,
que monte l'antisémitisme, avec comme source les premiers antirévolutionnaires de Maistre, etc., qu'on connaît plus ou moins. Mais cette idée que les Juifs vont être finalement les vecteurs et le symptôme de la modernité, de la révolution industrielle et du socialisme et du capitalisme, c'est à ce moment-là que cette idée apparaît et qu'elle va faire son chemin d'abord en France et puis ensuite dans toute l'Europe et ailleurs. J'ajouterais que ce motif, on va dire, genré, féminin, masculin, ce que j'explore dans le livre, c'est que les rabbins en sont comme hyper conscients. Et ça, très très tôt. D'ailleurs, c'est pas du tout un hasard que ce personnage de l'antisémite apparaisse dans un livre où il est beaucoup question du féminin et du pouvoir du féminin. Le livre d'Esther, c'est une femme qui sauve l'histoire, qui renverse l'histoire. Elle agit depuis l'intérieur du gynécée. Et donc, il y a dans la Bible déjà une conscience particulière que pour la psyché antisémite, on va dire, le juif et la femme habitent le même monde. Alors, à travers l'histoire, ça s'est manifesté. Tu parlais des moments de Dreyfusard. On pourrait parler de par exemple, l'opposition à Blum dans les années 30, qui était extrêmement misogyne, en réalité. On disait que Blum avait une voix de femmelette. Mais il y a des moments encore plus, si vous me permettez le mot, presque comiques et hilarants. Par exemple, au Moyen-Âge, dans la littérature antisémite, en France, on était persuadé que les hommes juifs avaient leurs règles tous les mois et que donc ils perdaient du sang tous les mois. Et c'est d'ailleurs la raison, bien entendu, pour laquelle les juifs assassinaient, et c'est bien connu, les petits-enfants chrétiens, parce qu'il fallait régénérer le taux d'hémoglobine, puisqu'ils avaient perdu du sang tous les mois. Donc on perçoit ce délire. Et les rabbins, il y a plus de 2000 ans, au moment où ils éditent le Talmud, ont une conscience particulière de ce lien entre juifs et femmes, qui fait presque dire, aux rabbins, bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, mais que le juif est une femme comme les autres. C'est-à-dire que c'est intéressant, ils vont finalement presque le revendiquer. Alors c'est difficile de dire, est-ce que la conscience de leur proximité avec le féminin, pas nécessairement avec les femmes, entendez-moi bien, je suis bien placée pour vous dire que le patriarcat frappe le judaïsme comme il frappe les autres religions. Mais en tout cas, une proximité avec le féminin, qui garde les femmes à distance, mais qu'on va investir d'une certaine manière dans le rite. Alors il y a plein d'exemples de ça dans le judaïsme, des moments où les hommes en prière prient au féminin, des moments où ils enroulent autour de leur tête un diadème et des bracelets et des bagues et parlent d'eux-mêmes au féminin en portant ce qu'on appelle les téphilines, les phylactères, ou au moment de la circoncision. Voilà, il y a plein de références d'une espèce de conscience du féminin. C'est très difficile de savoir, est-ce que c'était toujours là? Est-ce que le judaïsme a un certain, on va dire, confort essentiel à parler de lui-même dans le registre de la faille et de la réception, qui est le propre, on va dire, du genre féminin traditionnellement dans la pensée religieuse. Le féminin, c'est le genre de la réceptivité, voilà, d'une conscience de la faille et de l'incomplétude. Est-ce que le judaïsme était comme ça essentiellement à l'origine, ou est-ce que, parce qu'il a été si souvent renvoyé par l'autre à une image d'impuissance, et de fait, il était dans une situation d'impuissance politique la plupart du temps dans l'histoire, eh bien, il lui a fallu construire de façon réactive, finalement, se mettre à aimer cette image, à la chérir et à la travailler d'un point de vue littéraire. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'explorer dans le livre. Et puis, le juif et la femme se recroisent encore en bien des moments du discours antisémite, et notamment sur la question de l'origine, qui est aussi un ressort théologique intéressant de l'antisémitisme et classique. On a souvent reproché aux juifs d'avoir été là avant, d'avoir entendu avant. Et ça, c'est une problématique classique, et on comprend comment un antisémitisme se développe à partir de là. Comment accepter le fait que vous vous revendiquez d'une révélation qui est arrivée d'abord à travers les oreilles de quelqu'un d'autre, quand vous n'aviez pas été invité, vous, à l'entendre. C'est quelque chose de très difficile psychologiquement à surmonter. Alors on voit comment il y a eu des tentatives à la fois au sein de la chrétienté, de l'islam, pour gérer cette question, qui est une question classique finalement de toute, de toute fratrie, de toute fraternité. Comment est-ce qu'un cadet peut supporter que l'aîné ait reçu de l'amour avant qu'il ne paraisse? Il va falloir lui trouver développer une stratégie pour accepter cela. On a tous été confrontés à ça peut-être dans nos fratries. Alors parfois, certains, pour s'en sortir, ont développé l'idée que les Juifs avaient fini par trahir l'alliance qui avait été la leur, l'idée d'un Vérus Israël que la théologie chrétienne a revendiqué pendant longtemps, cette idée que les Juifs n'étaient plus dignes de l'alliance et que dorénavant les chrétiens en seraient l'héritier. Au sein de l'islam, certaines voix ont dit que les Juifs avaient falsifié le texte.
certaines voix le disent encore aujourd'hui, le disent toujours, que les Juifs auraient falsifié un texte, mais que le vrai, la version officielle, voilà, c'est comme finalement si le petit frère disait « Mon grand frère, il a falsifié l'héritage, le testament, avec une gomme et un stylo, et moi, je vais vous rendre le vrai testament parental voilà, dans son origine, ou pour reprendre un terme qu'on utilise beaucoup tous les deux, dans son authenticité. » Voilà, c'est toujours la question de qui est authentique, et comment je vais faire pour être authentique, pour invalider l'inauthenticité de l'autre. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en plus, l'identité juive, elle est effectivement, comme le disait Marc tout de suite, elle est construite sur l'idée centrale qu'il n'y a pas d'identité authentique. C'est-à-dire que l'identité juive, héritée des Hébreux, c'est une identité qui a tout à voir avec le tout premier des Hébreux, qui est Abraham. Abraham doit son nom, l'hébreu, c'est-à-dire celui qui traverse et qui passe, au fait d'avoir quitté le lieu de sa naissance. Abraham, il naît à Ur, en Chaldée, qui est un mot essentiel si vous faites des mots croisés. Et au moment où il quitte la terre de sa naissance, il devient l'hébreu. Et c'est troublant parce que, contrairement à Ulysse, qui doit revenir à la maison, contrairement à un grec qui vient de Grèce ou à un romain qui vient de Rome, un hébreu, c'est pas quelqu'un qui porte le nom de sa naissance, c'est quelqu'un qui porte le nom de son mouvement hors de sa naissance. Donc en fait, l'identité juive s'appuie sur cette non-identité au lieu qui vous a vu naître. Voilà, comment on fait pour dire qu'on est ce qu'on n'est plus. Voilà, vous avez 2 heures, thèse, antithèse, synthèse, et on va retrouver cette même image dans la sortie d'Égypte. En fait, le peuple hébreu naît parce qu'il sort. Alors voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, ce matin, dans toutes les synagogues du monde, on a lu ce récit, ce moment où, vous connaissez tous ce moment où les Hébreux se mettent en route, et puis tout à coup, la mer s'ouvre devant eux. Elle se coupe, elle se découpe. D'ailleurs, je voudrais dire un tout petit mot là-dessus. C'est que les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, l'Égypte, c'est la matrice, c'est là où le peuple naît en exil. Au moment où les Hébreux deviennent un peuple, ils quittent l'Égypte. Et pour les rabbins, quitter l'Égypte, c'est quitter un monde où on rend un culte. À quoi on rend un culte en Égypte ? On rend un culte au disque solaire, à Ra, c'est-à-dire à une image de complétude. En fait, l'Égypte, c'est le symbole pour les rabbins, d'un lieu d'idolâtrie à la complétude, à l'authenticité, au plein, au tout, au totalitarisme. C'est la tentation totalitaire de l'Égypte. Et quand les Hébreux se mettent en route, ils se retrouvent devant la mer, et c'est pas juste que la mer s'ouvre. En hébreu, littéralement, elle se découpe en morceaux. C'est-à-dire qu'ils passent d'un monde où tout est plein, à un monde où tout est plein de failles, tout est cassé, tout est fendu. Voilà. Et à partir de là, cette notion de la brisure devient hyper centrale dans le judaïsme. Et vous le savez tous, même si vous ne connaissez pas bien le judaïsme, si vous êtes déjà allé à un mariage juif. C'est quoi un mariage juif ? C'est des gens qui sont réunis pour entendre, paf, un verre qu'on casse. Donc, c'est la chose la moins logique et cohérente qui soit, parce que vous vous dites, on va unir des gens. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour unir des gens ? On va casser un verre. C'est-à-dire qu'en fait, le couple ne peut prendre la route et commencer son chemin et construire quelque chose que s'il est conscient que ça ne se fera que dans l'incomplétude, que dans l'irréparable, que dans la capacité de vivre avec la faille. Et la capacité de vivre avec la faille, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et je crois que c'est quelque chose vraiment d'insupportable pour l'antisémite. Excusez-moi, Madame Ambeda, est-ce que c'est plus difficile, est-ce que c'est plus facile pour un juif de vivre une faille avec un autre juif qui a une faille? Alors, non, je ne rigole pas, parce que moi, par exemple, j'ai eu deux des compagnons chrétiens, pratiquement. Mon premier amour était juif, et bon, mon deuxième aussi, le premier canard, le deuxième vrai aussi juif, et après, que des chrétiens. Oui. Alors, je vais répondre à votre question. Moi, je crois que la faille n'est pas une propriété juive. Et voilà. Mais je pense que le judaïsme met constamment en scène la faille et la conscience de la faille, ne serait-ce que parce que être juif quelque part, comme le disait Marc il y a un instant, c'est toujours être conscient, contraint et forcé, qu'on appartient et qu'on n'appartient pas à la fois, qu'on est le même, mais qu'on est un autre, et que même quand on se sent vachement le même, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler que vous êtes un autre, et qu'il y a en vous plusieurs voix qui parlent, et plusieurs pays qui parlent, et plusieurs univers, mais c'est pas propre aux juifs, et je suis persuadée que tous les gens dans cette pièce peuvent définir quelles sont les failles de leur existence. Mais disons, je dirais simplement que les juifs sont constamment, par le judaïsme et son langage, rappelés à cette brisure, mais c'est en rien une propriété exclusivement juive. La haine antisémite par rapport au racisme traditionnel, la haine antisémite est la seule forme de racisme qui soit une épistémologie.
C'est-à-dire qu'elle permet à celui qui est de savoir où il se trouve et qui il est. Ce que les autres formes de racisme ne permettent pas nécessairement de la même manière. C'est-à-dire que c'est la seule forme de haine métaphysique, en quelque sorte, ou existentielle. Sur la modernité, on se rend compte que, pour reprendre ce que Delphine vient de dire, on se rend compte que les périodes de persécution correspondent presque toujours, de haute persécution en tout cas, correspondent presque toujours au moment où les Juifs se sont mêlés à la société, se sont assimilés à la société, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'au moment de l'Inquisition, par exemple, l'Inquisition est vraiment née et s'est vraiment développée, non pas parce que les Juifs revendiquaient leur identité juive, comme on dirait aujourd'hui, mais au contraire parce qu'ils s'étaient convertis en masse au christianisme. Et que donc, on n'arrivait plus à les différencier du reste de la population, ce qui a généré une forme de paranoïa généralisée sur justement l'identité. Qui était un chrétien authentique et qui était un nouveau chrétien ou un faux chrétien ou un maran qui judaïsait en secret. Qui était à l'intérieur différent de ce qui donnait l'impression d'être à l'extérieur. Et on retrouve cette dichotomie entre intérieur et extérieur à Vienne, évidemment, au XIXe siècle, c'est-à-dire que dans la foulée de l'émancipation des Juifs venus de France et qui s'est développée dans toute l'Europe grâce à la Révolution française, les Juifs sont sortis des ghettos, ont investi les villes, se sont sécularisés, et ça a correspondu à une crise identitaire européenne et à la crise de la virilité dont on parlait tout à l'heure pour d'autres raisons, parce que ça correspondait aussi, ça correspond à une haute période de modernité, exactement comme la période de l'Inquisition à l'époque correspond au premier grand moment de la modernité. La modernité du XIXe siècle correspond évidemment à la révolution industrielle et à ses conséquences, et aux conséquences de la Révolution française. Les Juifs s'assimilent, deviennent médecins, journalistes, avocats, hommes d'affaires, révolutionnaires, tout ce qu'on veut, et c'est à partir de là que l'antisémitisme monte considérablement en Europe centrale, mais aussi en France, parce qu'on parlait de Dreyfus et de Maurras tout à l'heure. La France, au tournant du XIXe siècle, est infiniment plus antisémite, de façon beaucoup plus virulente que l'Allemagne. C'est ici que ça se noue, c'est ici que le discours se noue. Je cite, je ne sais plus si c'est dans la version anglaise ou française du livre, mais je cite à un moment donné Theodor Herzl, qui était correspondant en France pour la presse allemande, c'est la version française, qui écrit à Stefan Zweig, je crois, pour lui dire il faut que je parte d'ici parce que le climat est tel que je vais me faire tuer, soit comme bourgeois, soit comme juif, soit comme révolutionnaire. Mais enfin, il y a un climat étouffant dans cette ville. Et ça, c'était au moment de la Belle Époque, hein. Donc il y a la France est un pays beaucoup plus dangereux qu'on ne le dit, hein, sur ce plan. Quoi qu'il en soit, les grandes périodes de modernité qui correspondent au développement d'une forme de judéité cosmopolite, c'est toujours à ce moment-là que l'antisémitisme connaît des pics. On le voit aujourd'hui en France d'abord et maintenant aux États-Unis et partout ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une sorte de nouvelle révolution, sinon industrielle. En tout cas, il y a une nouvelle forme de modernité qui naît. Je ne sais pas si c'est pourquoi, mais en tout cas, ça joue un rôle avec les nouvelles technologies. Et ce trouble généré par cette nouvelle forme de modernité où on ne sait plus à nouveau ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que c'est qu'un fait, qu'est-ce que c'est qu'une fake news, etc., va de pair avec la montée de l'antisémitisme. De la même manière, en France, au tournant du siècle, le protocole des sages de Sion a été écrit à Paris par des agents de l'Okrana, la police du tsar, qui avaient parfaitement saisi l'atmosphère asphyxiante, l'atmosphère toxique qu'il y avait dans Paris. Et c'est la première immense fake news qui va connaître un succès fulgurant pendant des décennies, ensuite jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est pas parti. Donc ça, la haine antisémite est toujours liée à la modernité et à une question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Quelle est la différence entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. La source, évidemment, c'est David Nirenberg qui dit ça. La source, c'est probablement à chercher dans Saint Paul et dans les réflexions autour de la circoncision et de la fondation de la chrétienté. Hein, la circoncision du cœur par opposition à la circoncision de la chair. C'est-à-dire que les Juifs donnent l'apparence d'un covenant, d'une alliance avec Dieu. Mais en fait, cette alliance est mensongère parce que la véritable alliance avec Dieu, elle est dans la sincérité de son cœur. Et donc, les Juifs sont les maîtres de l'apparence trompeuse. Les Juifs sont les maîtres du mensonge, de la perfidité, etc.
On a retrouvé cette même argumentation exactement sur le site de la Grande Mosquée à Paris, il y a un an, sous la signature de Boubacar. Hein. Oui, c'est fascinant. Donc la modernité est le moment où les questions d'identité deviennent troubles. On ne sait plus. Si vous lisez Shakespeare, par exemple, grande période de la fondation de la Renaissance, les trois piliers de la fondation de la Renaissance, Montaigne, Cervantes, Shakespeare, sont pour deux d'entre eux des fils de Marane, pour le troisième un fils de catholique converti. Tous les trois, à leur manière, posent la question de l'apparence et du doute systématique sur qui est quoi et qui est qui. Et c'est des questions qui sont insupportables. Donc, à mon avis, c'est la raison de fond pour laquelle c'est une des raisons de fond pour lesquelles le juif est vu en parallèle avec la modernité et haï comme ça. C'est-à-dire qu'il symbolise comme la femme émancipée, comme l'homosexuel. Effectivement, les trucs sur Léon Blum sont fous. Tu les rappelais tout à l'heure. Les injures à Léon Blum, il est traité, dans les années 30, il était traité de monstre hermaphrodite. Tu cites d'autres expressions. Sa voix, son corps, ses mains. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hallucination, parce que probablement la plasticité identitaire renvoie à un trouble sexuel. Une identité qui n'est pas affirmée avec le poing sur la table devient trouble pour celui qui l'observe, apparemment. Alors là où les choses sont encore plus compliquées aujourd'hui, puisqu'on parlait des questions de genre, c'est que, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, on entend une forme d'antisémitisme émerger aux États-Unis de la part de certaines féministes. Ça complique encore un peu le tableau. C'est que vous allez entendre, par exemple, parmi les leaders de la marche des femmes, une partie des organisatrices, et ça c'est fascinant de voir qu'elles soutiennent Louis Farrakhan, donc le leader de Nation of Islam, avec des propos hyper antisémites. C'est-à-dire quelqu'un qui est ressorti ces derniers mois. Farrakhan a dit « Je ne suis pas antisémite, je suis anti-termite ». C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, c'est une rhétorique, c'est de l'hyper-antisémitisme, c'est cette comparaison des juifs à des nuisibles, on ne peut pas faire plus cliché antisémite. Une partie... Ouais, voilà, c'est ça, c'est la même image que les poudres, là, effectivement. Et là, on voit qu'une partie des leaders féministes américains est tombée, de cette manière, dans ce piège, qui a à voir, cette fois-ci, avec l'idée que les juifs seraient du côté des dominants, du côté du pouvoir, du côté du mâle blanc hétérosexuel, de cette manière, si je caricature. Et là, c'est intéressant parce que c'est une forme de renversement, mais à nouveau au nom de l'authentiquement soi, c'est-à-dire que tout à coup, le mâle, le blanc, le dominant est celui qui vous empêche d'être pleinement vous-même, et le juif devient, ou même la juive, puisqu'on tient à distance les femmes juives aujourd'hui de ce mouvement, elles ont du mal à y trouver leur place, alors que parfois elles ont été même les fondatrices de ces mouvements féministes aux États-Unis. Donc on marche sur la tête, il y a une espèce de retournement de l'exclusion juive. Voilà, en toutes circonstances, un groupe va trouver à se consolider sur l'exclusion de ce nom, N-O-M, juif, qui l'empêche d'être pleinement et authentiquement et purement lui-même. Et ça, ce qui se passe aux États-Unis autour du mouvement féministe, je crois que ça tient en partie au fait que le féminisme et plus généralement la place de la femme dans la société est le cheval de Troie des mouvements islamistes aujourd'hui, et qu'il y a une infiltration par les mouvements islamistes, des mouvements féministes aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, en France aussi évidemment, et que donc le discours suit. Mais la facilité avec laquelle il prend ce discours, c'est troublant. Ouais. Voilà. Peut-être on va maintenant dialoguer un peu avec vous. Quelques questions sur ce que vous venez de dire. Vous pensez à MeToo quand vous dites ça? Parce que moi, je n'avais pas entendu ça, mais je vous crois volontiers, sur l'infiltration. Oui, il n'est pas question de réduire, bien entendu, le mouvement MeToo à ça, mais par exemple, au niveau... Moi, je pensais plus spécifiquement au leadership, par exemple, de la marche des femmes, qui a été un moment révolutionnaire. De cette manière, après l'élection de Donald Trump, cette grande marche qui a été organisée, elle est aujourd'hui menée par 3 femmes, dont une d'entre elles qui est très clairement, qui se revendique de son admiration pour Louis Farrakhan. Et il n'y a pas eu la capacité par ce mouvement d'avoir une parole claire de dénonciation. Alors ça commence maintenant un peu contraint et forcé, mais il n'y a pas du tout eu de dénonciation claire de l'antisémitisme. Voilà, par exemple, la Linda Sarsour, que vous connaissez peut-être, cette femme voilée qui mène la marche des femmes aux États-Unis, a déclaré que de son point de vue, on ne pouvait pas être féministe et sioniste. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, tout à coup, l'idée est qu'on va entendre n'importe quelle revendication de femme, où qu'elle soit, sauf venant
des femmes juives. Oui, c'est troublant, cette idée. Comment est-ce qu'on peut en arriver à dire ça? Oui, je voulais ajouter une chose que j'ai oublié de dire à propos du livre de Delphine, qui a un point très important, parce que tu suggères quand même, à un moment donné, quand tu te demandes comment les rabbins ont senti cet aspect, cette part féminine de la judéité, tu suggères à un moment donné, tu dis la pensée juive des rabbins est une pensée post-traumatique qui prend pleinement son essor dans le temps du deuil fondamental de la chute du temple. C'est-à-dire que ce serait parce que le temple est tombé, parce qu'il n'y avait plus de pouvoir politique, dans ce traumatisme, les rabbins auraient élaboré une pensée retournant l'impuissance politique en pensée, en part féminine en quelque sorte. Et on retrouve ça par la suite dans le développement du judaïsme et de la Kabbale avec la Shrina, qui est la présence féminine de Dieu, mais qui est la présence de Dieu qui est toujours symbolisée comme une femme. Et puis évidemment dans le concept de Tzimtzum, où Dieu se contracte en lui-même, se retire, c'est-à-dire par l'absence, pour laisser le monde advenir. C'est ce que tu dis dans le livre. Et la question qui se pose, et que je te pose, qu'est-ce qui se passe avec cette part féminine maintenant que le pouvoir politique est revenu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a maintenant qu'Israël existe? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est une question clé. Alors, je l'aborde dans le livre. C'est qu'effectivement, vous vous souvenez peut-être au début du mouvement sioniste, du sionisme politique, il y a précisément une revendication d'en finir avec le judaïsme diasporique faible, impuissant et féminin. Et alors il y a cette imagerie qu'on voit sur toutes les pubs sionistes des débuts, où on voit tout à coup un homme hyper viril capable de manier les instruments de jardinage et les armes, etc. Tout à coup, il y a un retour à une virilité très forte. Et en disant finalement, cette impuissance rabbinique nous a menés à la catastrophe. Et c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que c'est indéniable que l'impuissance juive n'a pas permis de sauver les Juifs dans l'histoire, et la Shoah en est la démonstration. Et en même temps, les rabbins, et je pense que la clé même de survie du judaïsme à travers les siècles, a à voir avec la puissance de son impuissance. C'est-à-dire que c'est précisément l'impuissance juive qui a permis cette plasticité, cette capacité à être en permanence dans un dialogue avec la faille intérieure, qui a permis que le judaïsme, contrairement à des civilisations qui pour beaucoup ont disparu, qu'il a côtoyé mais elles ont disparu, lui est resté en vie parce que quelque chose de son impuissance lui permettait une plasticité particulière. Et à mon sens, le grand défi aujourd'hui pour Israël, pour ce laboratoire extraordinaire enfin, de l'identité juive qu'est l'installation sur la terre, c'est de savoir comment on va pouvoir faire dialoguer la puissance politique avec l'héritage de la puissance de l'impuissance rabbinique. Et c'est ce défi qui, à mon sens, n'est pas relevé aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à faire dialoguer cet héritage, on va dire féminin, voilà, de la diaspora, avec l'installation sur la terre pour des tas de raisons, mais notamment pour des raisons de menaces politiques, de guerre et puis de nationalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nationalisme israélien, il est ni meilleur ni pire que tous les autres nationalistes. C'est-à-dire qu'il a ses problèmes, vraiment. Et le nationalisme est difficilement conciliable avec l'impuissance et la féminité, parce qu'il vous fait vite tomber dans ce que la Bible appelle l'idolâtrie de la terre et de la propriété. Vous savez, dans la Bible, en permanence, il y a une mise en garde. On dit aux Hébreux, quand vous serez installés sur la terre, faites attention à ne pas rendre un culte à Baal. Et Baal, c'est une divinité païenne de l'époque, mais en hébreu, Baal, ça veut dire le propriétaire, le sens de la propriété. Donc il y a une mise en garde vis-à-vis de ces nomades, en leur disant, vous savez, quand vous serez sédentarisés et installés, vous serez menacés par un culte de la propriété. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, à mon sens. Il y a un risque, une menace dans tout nationalisme, y compris dans ce sionisme installé, d'un culte de la propriété. Et je crois que le judaïsme a un rappel à l'ordre ou une possibilité aujourd'hui d'inspirer, à la lumière de ces textes ancestraux, ce que c'est que la puissance du déracinement, qui n'est pas juste géographique, mais qui est spirituel et moral, et de quelle manière il oblige encore Israël aujourd'hui. Mais peut-être qu'on va d'abord dédicacer, les gens discuteront en... Hein, je ne sais pas s'il y a peut-être encore des questions. Il y a des questions. Oui. Pardon. Quand on parle de faille, donc un peuple qui quitte, qui se fait parce qu'il s'en va. Donc on parle du juif errant.
cette errance-là, est-ce que, et en même temps, il s'assimile, et plus il s'assimile, plus vous dites, l'antisémitisme monte à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un reproche en fait qu'on fait, c'est-à-dire à la fois vous n'êtes pas d'un endroit précis, mais en même temps ça sauve les failles. Mais est-ce que quand on est juif, on se dit pas tous les jours je suis juif? On se dit pas tous les jours je suis juif. Qu'est-ce que c'est être juif? L'identité, on nous dit l'identité juive, mais est-ce que c'est ça aussi qui gêne? C'est-à-dire que on se lève le matin, on ne dit pas je suis juif, ou je fais ça comme un juif, ou il y a des moments où on oublie qu'on est juif. Et il y a ça aussi. Dans l'idéal, la plupart du temps. Dans l'idéal, la plupart du temps. Enfin, le matin, les religieux, les observants, si, ils commencent par se dire qu'ils sont juifs. Voilà. Ils commencent par la prière du matin. Mais quelle est votre question en fait? C'est vous qui posez la question. Je ne sais pas, j'ai cette idée de, aussi, si on en veut aux Juifs, vraiment peut-être l'antisémitisme, c'est-à-dire en vouloir autant, parce que c'est pas, comme vous avez dit, une question de rejet, c'est pas un simple rejet. Quand on rejette, par exemple, des migrants, etc., on ne voit pas, on ne voit pas les Juifs comme des migrants, c'est autre chose. Ah, pas du tout, non, voilà, c'est ce que Delphine dit dans son livre, et c'est ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure, les Juifs sont ceux qui sont comme vous, mais pas comme vous, c'est ceux qui sont les mêmes et différents. C'est la haine antisémite, c'est une épistémologie vraiment. C'est une façon de délimiter le vrai et le faux. Une fois qu'on a déterminé qui est le faux, c'est-à-dire le juif, on sait par contraste, si vous voulez, qui est le vrai, c'est-à-dire celui qui est. C'est ça. Donc il y a une dimension métaphysique et cruciale, parce que c'est vraiment quand l'Inquisition, quand les Espagnols ont commencé à pourchasser les Juifs pendant l'Inquisition, il y avait vraiment, ça allait de pair avec le désir de former un pays. C'était pas pour rien. C'est-à-dire qu'il s'agissait de délimiter une frontière vraiment, de délimiter une identité espagnole autour du catholicisme. Pareil à l'époque de l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle en Europe centrale et dans toutes les époques en fin de compte. J'écoutais aujourd'hui, on m'a envoyé un petit film en marge des manifestations. Là, vous l'avez peut-être entendu, quelqu'un qui disait « Je ne suis pas antisémite, je suis judéophobe ». C'est-à-dire que... Oui, voilà. Et en fait, c'est troublant parce qu'on voit que quand le mot antisémite devient quand même... C'est pas facile de dire je suis antisémite, alors tout à coup, on va lui trouver plein d'autres noms. Parfois, on le sait, l'antisionisme, alors il faut encore comprendre, voilà, était un autre nom. Alors bien sûr, certains diront que c'est pas exactement la même chose. Encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire sioniste et antisionisme. Moi, je sais jamais de quoi les gens parlent quand ils parlent de ça, mais qu'est-ce qu'ils entendent exactement par là. Mais c'est vrai qu'on cherche d'autres noms pour dire cette haine qui, effectivement, je suis d'accord avec Marc, elle est de l'ordre d'une épistémologie, c'est-à-dire quelque chose qui vous structure dans votre identité. Pour moi, le texte, et je le cite beaucoup dans mon livre, un texte qui raconte ça extraordinairement, c'est la nouvelle de Sartre, L'enfance d'un chef. L'enfance d'un chef, c'est la construction d'une personnalité, d'un homme qui tout à coup devient le chef et l'autorité. Alors c'est intéressant parce que le livre commence par le fait que quand dans son enfance, on le prend pour une petite fille. Et ça laisse des traces très étranges dans sa personnalité. Et ça se termine par le fait qu'il se construit identitairement en disant « Je hais les Juifs, je suis quelqu'un qui hait les Juifs ». Et ça devient la colonne vertébrale de son identité. Il dit deux choses à la fin du livre. « Je hais les Juifs et j'épouserai une femme vierge. » Et dernière chose, je me ferai pousser la moustache, qui est extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir. C'est-à-dire que la moustache, la domination sur un féminin soumis et l'antisémitisme sont les trois piliers dans cette nouvelle de la construction identitaire. Voilà, c'est là-dessus qu'une identité autoritaire et sûre d'elle-même va se construire sur ces trois piliers. C'est quand même assez troublant. Bon, alors, excusez-moi, madame Larabie, qu'est-ce que vous proposez pour faire? Écoutez, moi, ce qu'on a à faire, c'est vivre, hein, c'est-à-dire ce qu'on a à faire, c'est vivre et pas laisser, la peur nous inhiber. Et surtout, vous savez, le problème
d'être capable de parler aujourd'hui et de dire ce dont on est témoin, c'est qu'il faut avoir suffisamment de vigilance et de lucidité face à ce qu'on observe, mais il faut s'assurer qu'en dénonçant tout ce qu'on observe, on n'instaure pas ou on renforce pas une forme de peur panique qui inhiberait notre action. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, je ne sais pas si je fais bien de vous la raconter maintenant, mais c'est pas grave. Il y a quelques jours, je ne sais pas si tu l'as vu, Marc, sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a posté quelque chose disant qu'elle s'est fait agresser dans le métro parce qu'elle lisait mon livre. Alors, elle a dit qu'elle était en train de lire mon livre, que quelqu'un est entré, a dit dans la rame, à côté d'elle, lui a dit « dégage, sale juive » et a déchiré mon livre. Alors, elle disait qu'elle l'avait racheté tout de suite, je le trouvais très sympathique. Je lui ai dit je l'aurais envoyé, j'aurais demandé à Grasset d'envoyer un exemplaire, mais non, elle l'a racheté. C'est une bonne technique pour faire des doubles ventes. Mais immédiatement après, ça a circulé sur les réseaux, elle a fini par retirer le post en mettant un autre, en disant qu'elle voulait qu'on puisse lire ce livre où on voulait partout et que la peur ne gagnerait pas. Voilà. Mais c'est intéressant parce que cette anecdote n'est qu'une anecdote. Et à la fois, il dit tout et il dit rien du phénomène. Parce que commencer à la diffuser de façon virale sur les réseaux, c'est faire grossir et grandir tout à coup une panique. Est-ce que je dois sortir ce livre? Est-ce que je dois avoir peur de mon voisin? Et donc, c'est potentiellement catastrophique parce que ça ne dit pas le tout de la situation ni des juifs ni des lecteurs en France, ni du métro. Et en même temps, ne pas en parler est aussi problématique. C'est-à-dire que, voilà. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, ça c'est le grand problème, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est même la raison, c'est par quel bout prendre le problème. C'est-à-dire que mon livre n'est pas spécifiquement, enfin dans sa version française en particulier, c'est pas un livre sur l'antisémitisme. Les juifs arrivent, l'antisémitisme court tout le long, mais j'ai refusé aussi longtemps que possible, dans la narration, d'aborder la question frontalement. Parce que je trouvais que c'était une manière de réduire l'ampleur des problèmes qui se posent en France depuis 18 ans. Mais en même temps, si on n'intègre pas ça comme un élément central, on réduit aussi. En tout cas, on vide de sa substance ce qui est en train de se passer. Donc le double danger, c'est d'un côté réduire la complexité des problèmes en axant tout sur l'antisémitisme, ou vider ce qui se passe depuis 18 ans, depuis le début des années 2000 dans ce pays, le vider de sa substance en éliminant la question antisémite, ou en ne la mettant pas au centre, ce qui revient au même parce que c'est central. Mais le problème avec l'antisémitisme, c'est un peu c'est un problème récurrent, c'est quand on met la question au centre, on se trompe, et quand on l'élimine, quand on la met à la périphérie, elle revient au centre. C'est très compliqué à traiter, en réalité, si on veut le traiter dans la complexité. Par exemple, les responsables de la communauté juive font une erreur dramatique depuis le début des agressions antisémites en accusant tous les agresseurs et les meurtriers de juifs dans ce pays d'être des islamistes. À l'exception de Mohamed Merah, et évidemment à l'exception des terroristes à partir de 2015, c'est faux. Aucun d'entre eux n'est un islamiste. Mais ce sont, dans l'extrême majorité des cas, des musulmans. C'est-à-dire que la situation est pire que ce qu'on dit, parce que c'est évidemment le problème est beaucoup plus profond si ce ne sont pas des islamistes, mais les responsables juifs qui croient faire œuvre utile en nouant comme ça, en réduisant le problème, en nouant comme ça la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'antisémitisme, se tirent en fait une balle dans le pied parce qu'ils n'aident pas à comprendre la complexité du problème. C'est donc extrêmement difficile de savoir comment traiter correctement cette question sans en faire trop, sans en faire pas assez et sans sombrer dans le désespoir total. L'une des raisons pour lesquelles c'est très difficile aussi, c'est que l'antisémitisme surgit comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison rationnelle. Par exemple, dans le cas des Gilets jaunes, on ne voit pas le lien immédiat. Moi, je me suis fait taper dessus dans la presse de droite depuis que ce livre est sorti, parce que je fais un parallèle entre la droite identitaire et les islamistes dans le livre. Et donc, le Figaro, le Figaro Magazine, Gisbert dans Le Point, ils sont à tous allés de leur couplet. Marc Wetzmann fait des amalgames. On peut pas amalgamer comme ça la droite identitaire et les islamistes antisémites. Mais en fait, les Gilets jaunes montrent que c'est tout à fait possible. Et les avocats de Mehdi Nemmouche, bien sûr, montrent que c'est tout à fait possible, à condition de savoir exactement comment situer cette alliance objective, on dirait, entre les deux. Mais dans les faits, ce qui est troublant, c'est que c'est très difficile. C'est un exercice très difficile à faire parce que
l'antisémitisme est l'élément absurde qui tombe comme ça dans une situation, alors qu'il n'a rien à voir avec, comme dans le cas des Gilets jaunes, et dont on ne sait pas quoi faire. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, mais c'est marginal, ça n'a aucune importance. C'est pas parce qu'il y a 2 antisémites chez les Gilets jaunes que, bon... en réalité, c'est très important parce que ça dit quelque chose, ça structure un discours. Mais comment faire sens de quelque chose qui n'a pas de sens sans être traité de paranoïaque? C'est le défi. Je crois que tu veux dire... Oui, Sabine veut dire quelque chose. Non, je croyais. D'après ce que j'avais entendu, on a dit Macron, il était banquier juif. Oui, parce que l'une des sources de la haine contre Macron, indépendamment des problèmes politiques qui peut y avoir par ailleurs, mais c'est le fait qu'il a travaillé chez Rothschild. Voilà. Et Rothschild, depuis Maurras, depuis l'Action française, c'est un mot-clé pour dire financier juif. Donc, et effectivement, dans les manifestations contre Macron depuis le début, à chaque fois, il y a de manière marginale, il y a un élément antisémite, il y a au moins une banderole antisémite, il y a un mannequin Macron avec un nez crochu qui apparaît. Mais si on le dit, ça m'est arrivé des tas de fois de le dire, et de me dire, et je me fais entendre, enfin, on me répond, mais arrête de délirer, parce qu'il y a un antisémite qui se balade, bon. Et de fait, quand on voit les agressions antisémites telles qu'elles se sont produites, j'en raconte plusieurs, j'en raconte beaucoup même dans le livre, depuis le début des années 2000, ce qui frappe, c'est l'incongruité de la chose. C'est contrairement aux attentats qui sont planifiés avec des types qui sont plus ou moins entraînés pour les faire, on a affaire à n'importe quoi. On a affaire à des types qui soudainement se précipitent sur leur voisine, et qui la collent contre le mur, qui lui disent « sale juive, on va te brûler, on va tuer tes enfants, on va prendre ton fric ». Mais comme ça. C'est des espèces de fureur, de bouffées de fureur qui jaillissent dans la rue ou dans une cage d'escalier sans aucune espèce de raison. Le premier meurtre antisémite en 2003 à Belleville s'est produit exactement de cette façon. C'est très troublant. Et donc, on ne sait littéralement pas quoi en faire. Et de fait, dans la plupart des cas de meurtre, un des problèmes qui s'est posé aux enquêteurs et à la société tout entière, ça a été, et qui continue à se poser, comment qualifier ce truc ? Est-ce que c'est antisémite? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que le mec est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Et c'est intéressant de voir comment cette même question qui a surgi dès le début des années 2000 avec le meurtre de Sébastien Selam dans le 19e arrondissement par son ami d'enfance, s'est posée ensuite à partir de 2015 avec certains des terroristes. C'est-à-dire, c'est pas des islamistes, c'est simplement des types qui sont fous. Y compris le type de Strasbourg, les premiers articles qui ont été écrits sur lui, c'était ça. C'est-à-dire que cette rhétorique de déni qui est partout a commencé avec les Juifs, a commencé avec l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est pas de l'antisémitisme, c'est des bouffées de folie. Donc il ne faut pas en faire... c'est-à-dire que les Juifs servent de test à une haine beaucoup plus vaste, d'avant-garde de test de la haine, quoi. Les actes antisémites sont comme les alphabets de la haine, des lettres d'alphabet qui sont par la suite mis en forme par les réseaux islamistes et par les réseaux soraliens, mis en forme dans une narration qui se met à faire sens. Et le moment clé de ça, le moment où l'alphabet est devenu une histoire enthousiasmante, c'est les meurtres de Toulouse, c'est Mohamed Merah. Le fait qu'il ait tué sciemment, non pas dans une bouffée délirante, mais sciemment avec un discours des enfants juifs dans la rue, à l'entrée de leur école, a été une révélation pour des dizaines de types. À commencer par Mehdi Nemmouche qui l'a dit. Il l'a dit et redit. Merah était son héros, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que soudainement, là, on voit le moment, c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre, le moment où un alphabet pulsionnel, si je puis dire, devient récit, porteur de sens, et fait figure d'illumination. Voilà ce qu'il faut faire. Mais tout va bien, sinon. On va peut-être signer. Merci. Oui. Approchez-vous. Et ça, c'est... Alors, je joue. Dédicace à Joe.
C'est écrit MY. Voilà, c'est ça. Et Empire Macron, c'est aussi Noël et octobre. Oui, oui, tout à fait. Vous faites quelque chose pour la mairie? Oui, du 6e et du 4e, je sais plus, non, du 5e, j'interviens. Oui, après je donne parfois des cours précisément plus sur de l'exégèse et du texte, mais voilà, à chaque fois c'est un peu différent. Merci de votre présence. Bonjour, moi c'est juste pour une petite question, Léa, journaliste. Oui. En fait, je n'arrive pas à vous avoir sur Facebook. C'est juste pour un acte de principe pour une interview. C'est pour quel média French Connection, c'est un média américain qui est en anglais. Envoyez-moi encore un email et comme ça je... Merci. Merci, à bientôt. On se connaît sans vrai, parce que je suis le frère de Lisa Nielsen. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Je ressemble. Ouais, les gens sont blancs. J'aime beaucoup votre sœur. Je crois que ça s'est bien passé, j'ai récupéré ce que j'ai moi, j'ai essayé de s'actualiser mon podcast. Comment vous vous appelez? C'est pour Laurence. Pour Laurence. Et Pierre. La mienne. Il y a la queue, hein, quand même. Oui, moi je fais ça. Oui, c'est bon, c'est parfait. C'est Evelyne Shapira. Evelyne. J'ai vu tout à l'heure et puis J'ai bien qu'il y ait des choses, je vois souvent. Je m'invite gentiment à chaque fois de sort un numéro. absolument. Oui, c'est bon. Ah ouais, Si vous parlez de Léon Blum, n'oubliez pas Mendes France. Je parle de Mendes France, mais j'en parle dans la version américaine. Ah oui, sur le lait. Voilà, tiens, merci. Oui, bien sûr, c'est bien. Et Pierre, Amiel, Amiel. Ah, d'accord. Ah, votre prénom c'est Yannick. Ah, c'est écrit M-Y. On a fait des choses avec les coachs. Vous avez en plus un nom. Amiel. Réhabilité chantant en Fanesco, je trouve ça assez percutant. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'on est dans un temps de simplification extrêmement et les réseaux sociaux ne nous aident pas. Alors, vous êtes sur Facebook et les réseaux sociaux parce que maintenant j'essaie de poster au fur et à mesure ce que je fais. Là, j'interviens dans tellement de trucs prochainement que je ne sais plus. J'interviens. Oui, c'est vrai, moi je trouve aussi. Ah oui, voilà, il a raison. Oui, sur Facebook, comme ça j'annonce au fur et à mesure. Je fais un bisou à ma Ouais, j'ai oublié de fêter mon anniversaire, t'allais t'envoyer un petit message. J'ai mis en retard. Ma fille sait lire. Ouais, ma fille sait lire. C'est pour un cadeau. Ça va se mettre sur place, c'est pour toi. Ouais, Elle est partie. Ah d'accord, c'est bon, vous connaissiez la personne à qui vous l'avez confiée, alors tout va bien, ça marche. Oui. Emmanuel. D'accord. Au pied des immeubles.